Voyons maintenant qu'est-ce que peut contenir une classe. On a vu en prenant l'exemple de la voiture qu'une classe pouvait contenir des données et des méthodes. Les méthodes, c'est ce qui va permettre d'interagir avec une classe. Si on reprend l'exemple de la voiture, nous avions par exemple la possibilité d'ouvrir la porte, de rouler, de tourner le volant, etc. Nous allons donc commencer par voir la notion de méthode. On va prendre un exemple qui est très simple et que vous avez déjà pratiqué. La méthode WriteLine se trouve dans la classe console. C'est un cas un peu particulier, nous reviendrons dessus dans le cadre de ce module, mais nous avons tapé console.WriteLine, ce qui veut dire qu'on appelle la méthode WriteLine qui se trouve dans la classe console. Généralement, on va plutôt travailler avec une instance d'une classe et nous verrons l'instanciation un peu plus tard. Nous l'avons déjà fait lorsque nous avons créé une liste et nous avons appelé la méthode add dessus avec liste quelque chose est égal à new list de quelque chose. Ensuite, maliste.add une valeur. Mais pas d'inquiétude, on va y revenir plus en détail. On se focalise là vraiment sur les méthodes. Pour créer une méthode, je dois me mettre dans le bloc d'une classe. Très important, une méthode ne peut vivre que dans le bloc d'une classe. Et on va utiliser la syntaxe suivante. Nous aurons tout d'abord la portée, suivie du type de retour, après le nom, et entre parenthèses, nous allons décrire les paramètres dont a besoin cette méthode. Si on prend l'exemple de la méthode WriteLine, sa portée est publique. On a bien vu qu'on pouvait l'appeler sans avoir besoin de faire de choses particulières. Donc nous allons réutiliser le même mot-clé jusqu'à présent, et dans le cas des portées, on va se contenter de ça pour l'instant. Donc nous aurons public. Le type de retour. Est-ce que la méthode WriteLine retourne une valeur ? C'est le cas par exemple de la méthode readLine qui renvoyait ce que l'utilisateur avait saisi. Si vous vous souvenez, on pouvait affecter le résultat de la saisie dans une variable. Dans ce cas-là, le type de retour était string, une chaîne de caractères. Il y a un mot-clé un peu spécial pour dire qu'une méthode ne retourne pas d'informations, c'est le mot-clé void, comme écrit tout en bas de ce slide. Donc si on reprend WriteLine, nous aurons public void, la méthode s'appelle WriteLine, donc le nom ça devient WriteLine, et entre parenthèses, qu'est-ce que nous voulons écrire ? Les paramètres en l'occurrence qu'attend la méthode pour fonctionner. Dans le cas de WriteLine, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas différents, mais on peut imaginer qu'un des paramètres serait string valeur, qui est la chaîne de caractères que je veux écrire sur la console. Reprenons l'exemple de ma classe et voici une méthode que j'ai décrite que nous allons disséquer ensemble. Tout d'abord, une méthode a elle aussi son propre bloc, et c'est dans ce bloc-là qu'on peut écrire du code C#. Sans s'en rendre compte, c'est dans ce bloc-là qu'on a écrit le code du premier module, parce que c'était automatiquement généré par le compilateur. Ici, on va explicitement définir le bloc de la méthode. Une fois qu'on a écrit sa signature, donc ce qu'on a vu juste avant avec la syntaxe un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une signature de méthode, on va ouvrir les accolades et entre les deux accolades, on aura le bloc de code de la méthode. J'ai donc écrit ici une méthode qui s'appelle écrire. Donc on va retrouver tout d'abord la portée, le mot-clé public, le type de retour, qui est void dans le cas présent, c'est-à-dire que cette méthode ne retourne pas d'information, et le nom de la méthode, qui s'appelle ici écrire. Et ensuite, on va retrouver juste après les paramètres dont la méthode a besoin pour fonctionner. Donc ici, cette méthode qui prend un paramètre qui s'appelle valeur, qui est une chaîne de caractères, va se contenter dans son bloc de l'écrire au niveau de la console grâce à la méthode console.WriteLine. Je vous l'accorde, cette méthode n'est pas très utile en l'état parce qu'on pourrait directement appeler console.WriteLine, mais rien n'empêche ici de modifier un peu cette méthode-là pour rajouter des informations avant d'écrire sur la console et donc gagner du temps. Maintenant, on a vu une méthode qui ne retournait pas de valeur, on a aussi parlé du fait qu'une méthode pouvait retourner une valeur. Et donc, si une méthode renvoie une valeur, ça veut dire qu'elle possède un type de retour. Reprenons l'exemple qu'on a déjà parlé. La méthode readLine de la classe console renvoie la valeur saisie par l'utilisateur, et ce sous forme de chaîne de caractères, ce qui veut dire que la signature de cette méthode sera public, string, readLine et parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, car elle ne prend pas de paramètres. Donc si notre méthode va définir un type de retour, il va falloir qu'elle contienne une instruction un petit peu particulière qui utilise un mot-clé qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui est le mot-clé return, qui veut dire renvoyer, et ce, attention très important, pour chaque branche de code qui est atteignable.
On peut très bien décider d'avoir une seule instruction return pour toute une méthode qui serait située forcément à la fin de notre méthode. C'est un cas d'usage qu'on voit et qui existe et qui est valide. Ou on peut très simplement également définir une instruction return dès lors qu'on en a besoin afin que la méthode s'arrête le plus vite possible. A noter que si on choisit cette option-là, de faire le return le plus rapidement possible, cela signifie que nous aurons probablement plusieurs instructions return au sein d'une seule méthode, quelque chose qui est également tout à fait valide et qu'à titre personnel je pratique assez intensivement, mais il faut savoir qu'il existe les deux écoles. Et durant les exercices, au fur et à mesure des modules, on sera amené à voir le fonctionnement des deux modes. Disséquons maintenant ensemble une méthode qui possède un type de retour. Voici la méthode lire qui permet de récupérer une valeur de la console. Tout d'abord, étant donné que c'est une méthode, il ne faut pas oublier qu'elle a un bloc dans lequel est défini le code qui va s'exécuter dès lors que cette méthode sera appelée. On va retrouver la portée. En effet, le fait d'avoir un type de retour ne change en rien la syntaxe qu'on a vue au début, c'est uniquement ici que nous aurons un type de retour. Et ce type de retour est explicite cette fois-ci. Il ne s'agit pas de void, qui indique qu'il n'y avait pas de valeur de retour, mais bien de string, ce qui veut dire que l'appel à la méthode lire nous renverra une chaîne de caractères. Nous avons donc appelé notre méthode lire, et on notera que celle-ci ne prend pas de paramètres. Attention, ce n'est pas parce qu'une méthode a un type de retour que les paramètres sont interdits. Ici, on a pris deux exemples où est-ce qu'une méthode qui a un type de retour ne prend pas de paramètres, mais il est possible qu'une méthode avec un type de retour possède des paramètres, bien entendu, tout comme il est possible qu'une méthode void n'ait également pas de paramètres. Toutes les combinaisons sont bien entendu possibles. Et donc, dans le code de cette méthode, il y a des choses qu'on a déjà rencontrées. On appelle console.writeLine pour dire veuillez saisir une valeur, on récupère la saisie grâce à la méthode console.readLine, et tout à la fin, nous avons ici une instruction un peu particulière. La coloration syntaxique nous indique d'ailleurs que le mot-clé important return est un petit peu particulier, parce qu'ici nous avons return suivi de la variable. Cette instruction va dire simplement qu'il s'agit de la valeur que la méthode lire va renvoyer. On aurait très bien pu mettre return directement return console.readLine et non pas passer par une variable intermédiaire. À noter que c'est possible. Si je suis passé par une variable, c'est pour bien illustrer le fait que je renvoie ici bien une chaîne de caractères. Il est donc important qu'une méthode renvoie grâce à return une variable du type de retour qui est attendu. Si ici j'avais récupéré un entier par exemple ou un booléen, je n'aurais pas pu faire un return de mon entier ou return de mon booléen parce que ce n'est pas du type de retour attendu. Donc le type de retour est très important dans le sens où c'est vraiment le type de valeur que vous devez renvoyer. De toute façon, pas d'inquiétude, le compilateur est votre ami et si vous tentez de retourner une valeur qui n'est pas valide, donc qui n'est pas du même type que celui qui est attendu, il y aura une erreur de compilation vous empêchant d'aller plus loin. Maintenant, pour m'assurer que vous avez bien compris tout ça, on va passer à un petit exercice. Le but est de créer un objet qui s'appellera calculatrice. Je vous conseille de créer cette application console dans un projet à part entière, .NET New Console-N TP Calculatrice. Et dans ce nouveau projet TP Calculatrice, nous allons créer une nouvelle classe appelée Calculatrice. Donc n'oubliez pas de bien sélectionner votre projet avec OmniSharp pour avoir les outils de code. Et n'oubliez pas également de vous servir de VS Sharper afin de créer cette nouvelle classe au bon endroit. Et dans cette classe, on va créer les méthodes qui permettent de faire les opérations mathématiques que nous avons vues dans le premier module. Ainsi, nous aurons 5 méthodes. Addition, soustraction, multiplication, division et modulo. Et ces méthodes, bien sûr, vont prendre 2 valeurs en paramètres pour retourner le résultat attendu par rapport au nom de la méthode. Donc les méthodes définies doivent bien retourner le résultat, dans le cas du TP actuel. Je précise également une chose qui est plus une convention syntaxique C#. Ici, j'ai mis addition, soustraction, multiplication, division et modulo en minuscules. Le C# a une convention qui dit que le nom des méthodes doit généralement commencer par une majuscule. Ainsi, je vous conseille de suivre cette convention pour rester dans la norme du développement C#. Donc la méthode qui s'appellera addition commencera par un A majuscule.
Je vous laisse mettre la vidéo en pause sur cet énoncé, même éventuellement revenir en arrière pour retrouver la syntaxe et comment écrire une méthode, faire le TP, et moi je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la correction dans Visual Studio Code. Je suis ici dans Visual Studio Code, j'ai donc créé pour l'occasion un nouveau projet en console appelé TP Calculatrice, et j'ai donc ouvert ce projet avec Visual Studio Code. Ce qui était demandé dans le cadre de cet exercice était de créer la classe calculatrice et d'y ajouter les 5 méthodes correspondant aux 5 opérateurs qu'on va vouloir gérer dans le cadre de notre calculatrice. Je vais donc faire un clic droit sur le projet au niveau du Solution Explorer, cliquer sur Add New File et ici je vais aller sélectionner Classe afin de créer une nouvelle classe. Visual Studio Code me demande le nom de cette classe, je vais donc l'appeler Calculatrice. On peut voir que Visual Studio Code a automatiquement créé pour moi les éléments nécessaires, à savoir la définition de la classe et aussi la définition de l'espace de nom. À noter d'ailleurs ici que l'espace de nom a été utilisé avec sa syntaxe raccourcie amenée par C# 10, ce qui permet de gagner un niveau d'indentation. Je vais donc me mettre ici au sein de ma classe pour y définir les méthodes qui vont correspondre à son comportement. Il était demandé de faire du code pour les 5 opérations. On a vu dans le module précédent les opérateurs. Il va donc s'agir ici de créer les méthodes permettant de passer 2 nombres à la calculatrice pour en obtenir un résultat. Pour rester très simple pour le moment, on ne va travailler qu'avec des entiers, ce qui de fait risque de donner des résultats qu'on pourrait qualifier d'incohérents, notamment pour la division, parce qu'en C#, un entier divisé par un entier fournira donc un entier. Si je divise donc 8 par 4, j'obtiendrai 2 sans trop de surprise, mais si je divise 8 par 3, j'obtiendrai également un nombre entier qui ne sera pas ce qu'on pourrait espérer un nombre à virgule. Pour gérer les nombres à virgule, il faudrait utiliser le décimal, ce qui pourrait complexifier inutilement cet exercice. Néanmoins, si vous souhaitez pousser un petit peu le curseur et utiliser des décimales au lieu des entiers, je vous invite à vous référer à la vidéo dans le module précédent sur les types numériques et d'utiliser le type décimal au lieu d'entier. Je vais donc commencer par créer la première méthode très simple qui va être l'addition. Alors, quel va être le cadre de la définition de cette méthode ? On va la définir comme étant publique. On verra plus tard la notion de portée dans ce module. Ensuite, je vais dire qu'est-ce qu'elle retourne. Donc, l'addition de 2 nombres fournit un résultat de type entier. Donc, je définis ici le type int comme étant la valeur de retour. Je vais donc nommer ma méthode addition comme ceci. Et je vais définir entre parenthèses les paramètres qu'elle accepte. Le cadre de notre calculatrice fait qu'une addition va accepter 2 entiers, donc on va avoir NB1 et on va avoir NB2. Au niveau du nommage des paramètres, soyez vigilants de ne pas faire des nommages un peu trop farfelus. Parce qu'en effet, ceux qui vont consommer votre classe et donc vos méthodes vont parfois peut-être se poser la question, quel est donc ce paramètre avec ce nom étrange ? Il est tout à fait possible de donner une certaine documentation pour que l'utilisateur puisse avoir des informations sur ce qu'il y a dans ce paramètre en particulier, quelle est la valeur de retour et qu'exécute cette méthode. Néanmoins, la documentation qui se fait par le biais de commentaires est assez délicate à maintenir. Très souvent, on va constater que le code a de son côté évolué, mais que la documentation n'a pas été mise à jour. Une très grande rigueur vous permettrait d'avoir les deux et donc le meilleur des deux mondes. Néanmoins, si je devais pencher pour une approche en particulier, je dirais qu'il est largement préférable que votre code soit le plus explicite possible afin d'éviter de se poser des questions lorsqu'on l'appelle. Ici, on peut très bien comprendre que la méthode addition prend en paramètre 2 nombres et va retourner l'addition de ces 2 nombres. Si on souhaite néanmoins apporter un petit peu de contexte, il suffira de se mettre au-dessus de la méthode, de faire un triple slash et comme vous le voyez, Visual Studio Code va me générer un énorme bloc de commentaires. Ce bloc de commentaires permet de donner un petit peu de contexte à l'utilisateur. On va faire ceci dans le cadre de cet exercice pour que plus tard, quand on va utiliser notre calculatrice, vous puissiez voir quel est l'intérêt de ces blocs de commentaires. Mais encore une fois, soyez vigilants
soit faites preuve d'une extrême rigueur pour faire en sorte que le commentaire soit toujours en accord avec ce qu'il y a au niveau du code, ou sinon il est peut-être préférable de se passer de ce genre de documentation si elle n'est plus du tout raccord avec ce qu'il y a au niveau du code. Donc ici on va dire cette méthode additionne deux nombres et renvoie le résultat, et donc on va spécifier pour chaque paramètre à quoi il correspond. On peut voir ici qu'on a une balise XML param name est égal qui correspond donc au nom du paramètre, et donc ici on va pouvoir décrire chaque paramètre comme ceci, ce qui veut dire que quand quelqu'un va appeler notre méthode addition, comme on le fera plus tard, vous allez voir du coup que NB1 et NB2 sont spécifiés dans l'autocomplétion, et returns va nous permettre de spécifier ce que retourne cette méthode, comme ceci. Même si ça semble des fois un peu redondant, ce bloc summary, qui prend quand même beaucoup de place à l'écran, comme vous le constatez, nous permet d'ajouter des détails qui peuvent être parfois pertinents et peut-être plus confortables pour l'utilisateur. Donc ici, notre addition va être très simple. On va retourner NB1 plus NB2 tout simplement. Et on peut voir qu'on a donc satisfait le compilateur. Jusqu'à présent, la méthode était soulignée en rouge, tout simplement parce que nous avions défini ici une valeur de retour, mais nous n'avions nulle part défini le mot-clé return pour renvoyer une valeur. On renvoie donc ici le résultat de l'addition. On va donc faire la même chose pour la soustraction, comme ceci. Et on peut le voir que c'est assez simple de dérouler le reste des opérations à implémenter dans notre calculatrice par le biais des méthodes. C'est un petit peu toujours la même logique. On va avoir un int en valeur de retour et deux nombres à gérer. Seul l'opérateur va changer et bien entendu le nom de la méthode afin de décrire ce que fait cette méthode. Je fais donc ceci rapidement, comme ceci. On peut donc le voir, c'est assez simple de créer une méthode dans une classe. Il suffira simplement de définir sa portée, que nous étudierons un petit peu plus tard, son type de retour, son nom, ses éventuels paramètres. N'oubliez pas qu'une méthode peut ne pas avoir de type de retour, et dans ce cas-là, on est quand même obligé d'utiliser le mot-clé void pour spécifier que cette méthode ne renvoie rien. Et une méthode peut ne pas avoir de paramètres. Dans ce cas-là, il suffira de ne rien mettre entre parenthèses pour que la méthode ne prenne aucun paramètre. J'ai donc ici, dans ma calculatrice, les 5 méthodes: addition, soustraction, multiplication, division et modulo. Il reste néanmoins un petit point qui peut être un petit peu critique, c'est au niveau de la division. Car en effet, en mathématiques, il est tout bonnement impossible de diviser par 0. De telle sorte que si quelqu'un passe ici une valeur et à NB2 passe la valeur 0, l'application de l'opérateur divisé entre les deux provoquera une erreur à l'exécution. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle du code défensif, c'est-à-dire qu'on va anticiper ce que l'utilisateur pourrait faire comme erreur quand c'est possible. Donc ici, je vais simplement rajouter un test. Si NB2 est égal à 0, dans ce cas-là, je return simplement 0. Je suis tout à fait d'accord que mathématiquement, ce n'est pas du tout correct. 5 divisé par 0 ne fait pas 0, mais est tout simplement impossible en mathématiques. Peut-être d'ailleurs que dans ce cas bien précis, il est préférable de laisser l'exception divide by 0 exception qui va indiquer à l'utilisateur qu'il a fait une erreur et a donc créé une impossibilité mathématique. Néanmoins, si on veut se prémunir contre ce genre d'erreur qui ferait totalement planter notre application, pour le moment, on peut faire un return 0, tout comme on peut simplement mettre un try catch autour de l'instruction return afin de dire si je catch une exception, dans ce cas-là, je vais retourner une valeur comme 0 par exemple. On pourrait tout aussi bien trouver tout un ensemble de solutions pratiques à ce problème. Pour l'instant, je vais rester ici sur NB est égal à 0. On remarquera que dans une fonction en C#, il est possible d'avoir plusieurs fois le mot-clé return. Cela ne dérange en aucun cas le compilateur et le premier return qui aura donc été appelé va provoquer l'arrêt de la fonction avec le retour de la valeur de telle sorte que la suite du code ne sera jamais exécutée. Ici par exemple, si je mets return 0 tout au début de ma fonction, vous pouvez voir que peut-être ce n'est pas totalement visible au niveau de la vidéo, mais les lignes 29 à 33 sont de couleur un petit peu plus grisâtre, un petit peu plus masquée. J'ai d'ailleurs ici un warning qui me dit que ce code ne peut pas être atteint. C'est le compilateur qui me prévient en disant que le code qui est donc ici n'est tout simplement pas atteignable du simple fait que dès que je rentre dans la division, je fais un return 0.
Donc tout ce qu'il y a après ce return en particulier ne sera donc jamais exécuté. C'est donc une petite sécurité que le compilateur met en place pour vous assurer que vous n'utilisiez pas le mot-clé return qui vous empêcherait d'exécuter du code qui normalement devrait l'être. Ici, je vais simplement le supprimer et comme vous le voyez, j'ai donc plusieurs fois l'instruction return dans ma fonction sans que cela ne crée de problème. Je veux donc faire ce qu'on appelle un nearly return pour dire que je veux retourner le plus tôt possible. Parfois, certaines personnes seront un petit peu dérangées par le fait d'avoir de multiples instructions return au sein d'une fonction. Personnellement, je tends à favoriser cette approche pour garder mon code concis et éviter trop d'imbrication. Néanmoins, si jamais vous souhaitez ne conserver qu'une seule instruction return, il est possible de modifier cette méthode en faisant le résultat est égal à 0, et si NB2 est différent de 0, dans ce cas-là, je vais stocker dans résultat la valeur de NB1 divisé par NB2, et je retourne le résultat. On a donc transformé notre méthode pour n'avoir qu'une seule instruction return. Parfois, cela est imposé dans le cadre de projets d'équipe. Personnellement, je trouve cette syntaxe un petit peu plus lourde, bien qu'il m'arrive de l'utiliser pour des cas bien précis. Soyez donc libre de faire l'approche que vous préférez. Donc vous avez ici l'approche avec un seul return, et si je reviens en arrière, nous avons donc ici l'approche avec plusieurs returns que je tends à favoriser par souci de clarté et de concision. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations, vous avez donc créé votre tout premier objet, la calculatrice, et vous lui avez ajouté un ensemble de comportements permettant d'exécuter des opérations mathématiques basiques, l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et le modulo. Et si vous aviez anticipé l'éventuelle erreur de la division, eh bien félicitations, c'était en quelque sorte le petit piège de cet exercice qui nécessitait pour une méthode en particulier d'avoir un peu plus de code. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas bien grave. Comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir une exception peut aussi être une implémentation valide et donc dire à l'utilisateur qu'il a raté quelque chose. Maintenant, nous avons créé un objet avec diverses méthodes. Cependant, comment est-ce qu'on va utiliser cet objet pour appeler les différentes méthodes dessus? Je vous propose que dans la prochaine vidéo, nous parlons du concept de l'instanciation.